Et c'est Bastien Dreux qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'attendre de la décision de la Réserve fédérale américaine demain soir? On va essayer de répondre à cette question avec vous Bastien, mais juste pour resituer un petit peu l'ambiance au sein des banques centrales mondiales aujourd'hui. Alors évidemment la Fed ne joue pas dans la même catégorie que les autres, mais c'est vrai que les dernières décisions, et celle encore ce matin de la Banque centrale d'Australie, montrent qu'on est toujours dans une séquence de risque de surprise à la hausse en termes d'agressivité dans le discours et dans les décisions des banques centrales. Allô ? Oui, Bastien. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas le retour plateau jusqu'à maintenant. Ah, d'accord. Non, je disais, on est toujours, quand on voit la décision de la Banque centrale d'Angleterre ce matin, on est toujours dans une séquence où le risque est à la hausse en termes d'agressivité dans la communication et dans les décisions des banques centrales. Non mais très clairement, on est vraiment dans une phase de durcissement global des politiques des banques centrales et en fait on le voit littéralement chaque jour. Donc ce matin, comme vous venez de le dire, c'était la Banque centrale australienne qui a remonté ses taux plus que prévu et qui a aussi annoncé le début de la réduction de la taille de son bilan. Demain, ça sera la Fed. Jeudi, ce sera la Banque d'Angleterre. Donc, littéralement, chaque jour, on a un nouveau durcissement de la politique des banques centrales. La semaine dernière, c'était aussi la Banque centrale suédoise. Donc, en fait, on a quasiment toutes les banques centrales du monde qui sont confrontées à une inflation élevée, voire très élevée en même temps, et qui sont en train de prendre un virage très marqué des politiques monétaires qui deviennent bien plus restrictives. Et là, on est vraiment dans une sorte de changement de monde, et ça se ressent bien de toute façon sur les marchés obligataires. Alors, dans ce contexte, la Fed va continuer son cycle de relèvement de ce taux directeur, ce cycle qu'elle avait commencé en mars. En mars, la Fed avait remonté ce taux directeur seulement de 25 points de base. Ils avaient très envie de remonter les taux directeurs de 50 points de base, mais ils n'avaient remonté les taux que de 25 points de base à cause de l'incertitude qui avait été créée par la guerre en Ukraine. Et donc demain, on devrait avoir cette première hausse de taux de 50 points de base qui est assez finalement qui serait assez historique, parce que la dernière fois qu'on a eu une hausse de taux de 50 points de base, c'était Alan Greenspan qui était aux manettes de la Fed, et c'était en 2000, donc c'était il y a 22 ans, donc il y aurait quand même un côté historique dans cette hausse de taux de 50 points de base. Et en fait, pourquoi 50 points de base? Jérôme Powell a vraiment contribué à créer cette attente, notamment lorsqu'il est passé au FMI, aux rencontres annuelles du FMI il y a 2 semaines. Il a vraiment indiqué que la hausse de taux devrait être de 50 points de base. En fait, maintenant, la vraie question qui se pose sur les taux directeurs, c'est quels vont être les éléments de langage pour les prochains comités de politique monétaire, et notamment est-ce que la Fed va envoyer le signal qu'elle serait ouverte à une hausse de taux de 75 points de base pour le comité de politique monétaire de juin. On a le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui a évoqué cette hausse de taux de 75 points de base récemment. Et en fait, il faut quand même se rendre à l'évidence, sur les 12 derniers mois, James Bullard a été vraiment toujours en avant sur le FOMC, ça a été en avant sur le tapering, a été en avant sur la réduction du bilan, a été en avant sur le retour au taux neutre, en avant sur la hausse de taux de 50 points de base. Donc il a été fiable. Dans cette séquence-là, il a été fiable. Parfois, le problème de Bullard, c'est qu'il est tellement en avance qu'il se retrouve presque trop isolé, et que finalement, le FOMC ne suit pas forcément ses indications. Exactement. Ou en tout cas le côté pionnier qu'il peut avoir. Cette fois, il a été fiable. Il a été fiable en fait sur quasiment tout le temps sur les 12 derniers mois, ce qui n'a pas été forcément le cas sur les années qui avaient précédé. Mais en tout cas, sur les 12 derniers mois, il a vraiment été en avance sur les autres, et finalement, c'est le reste du FOMC qui s'est rallié à lui quasiment à chaque fois. Donc le fait qu'il évoque cette hausse de taux de 75 points de base pour les prochains comités de politique monétaire, ça indique que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Surtout que Jérôme Powell, il y a 2 semaines, a quand même indiqué qu'il était ouvert à l'idée de front-loader, c'est-à-dire de concentrer les hausses de taux assez rapidement dans le temps. Donc ça indique que c'est pas quelque chose qu'il faut exclure. Et justement, c'est ça qu'il faudrait essayer de voir dans le discours, dans la conférence de presse de Jérôme Powell. Est-ce qu'il va se montrer ouvert à encore plus de hausses de taux directeurs que ce qui est anticipé? Cette stratégie du front-loading, comme vous dites, Bastien, quels enseignements est-ce qu'on peut en retirer
l'idée que la Fed veut rattraper son retard le plus vite possible, l'idée peut-être sous-jacente également que le faire vite et fort, ça vaut mieux que d'attendre trop longtemps, parce que dans 6-9 mois, peut-être que les conditions seront un peu moins alignées pour permettre à la Fed de resserrer. La Fed, elle est historiquement en retard sur les deux mandats. L'inflation aujourd'hui, elle est à 8,5 aux États-Unis. Les prêts à la production, c'est plus de 11% de hausse sur un an. Le taux de chômage indemnisé, il est au plus bas historique en fait. Donc il faut agir maintenant. Et donc là, il y a une fenêtre d'opportunité vraiment très bonne pour la Fed. Surtout que la croissance américaine tient vraiment bon pour le moment, malgré le durcissement des conditions monétaires qui a déjà pu y avoir, tout ce changement de communication de la Fed sur ces derniers mois, ça a vraiment amené un durcissement des conditions financières. Les taux de crédit immobilier sont beaucoup plus élevés, ça a dépassé 5% pour le 30 ans pour les taux de crédit mortgage. On a eu aussi la hausse du prix des matières premières, et malgré tout ça, on a quand même une consommation qui tient bien pour le moment aux États-Unis. Donc là, c'est tout l'intérêt pour la Fed d'y aller maintenant. Mais l'un des éléments quand même frappants sur ces derniers mois, c'est que on peut voir, on va dire sur les 6 derniers mois, c'est que les dépenses de consommation, elles sont en train de croître à un rythme qui est beaucoup plus rapide que les revenus. C'est notamment du fait de l'inflation, évidemment. Et c'est une situation qui n'est pas nécessairement durable sur le moyen long terme. C'est pas une situation qui peut perdurer sur le moyen long terme. On a pu voir aussi sur les dernières semaines et sur les derniers mois une très forte accélération du crédit à la consommation, et c'est vraisemblablement parce que les ménages avec les revenus les plus faibles ont dû emprunter pour pouvoir suivre le rythme la hausse, le rythme de la hausse des prix, et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement durable. Donc c'est pour ça qu'il faut agir sur l'inflation avant que ça pose un vrai problème en termes de consommation un peu plus tard dans le cycle. La nouveauté, en plus des hausses de taux, 50 points de base sans doute au minimum demain soir, peut-être 75 points de base au meeting suivant. Bastien, ça va être la réduction du bilan, bien sûr. Alors, est-ce que cet outil va être utilisé dès demain soir et quels sont les effets de marché attendus à partir du moment où la Fed va se mettre à réduire réellement son bilan? Alors on parle de non-réinvestissement, mais ça participe d'une baisse du bilan de l'ordre de 100 milliards de dollars par mois selon les indications qui ont été signalées. Oui, donc là, on devrait avoir c'est une très forte probabilité pour qu'on ait une annonce de la réduction du bilan demain soir. Ce qui a été indiqué dans les dernières minutes du FOMC, c'est que le rythme de réduction du bilan serait de 95 milliards par mois, et ce qui fait un rythme de réduction du bilan quand même 2 fois plus rapide que la précédente politique de réduction du bilan qu'il y avait eu entre 2017 et 2019. Donc c'est un rythme qui est assez conséquent. Alors après, la question c'est quels sont les impacts de marché. Quels sont les impacts sur les taux longs? Bon, là, j'ai envie de dire, les taux longs n'ont pas vraiment attendu la réduction du bilan pour monter. On a un taux 10 ans qui est aux alentours de 3% aujourd'hui. Et ces derniers temps, les taux longs, ils réagissent surtout aux variations quand même très violentes qu'il peut y avoir sur les anticipations de Fed Funds. Le chemin de Fed Funds anticipé par le marché a été revu à la hausse quand même très régulièrement ces dernières semaines. Donc là, c'est quand même ça l'élément le plus important pour l'évolution des taux longs. Maintenant, quand on va regarder l'évolution de l'offre des titres du Trésor, ce qui était très intéressant, c'est que le Trésor américain a publié hier son programme d'émission pour le 2e et le 3e trimestre de cette année. Et là, il se passe quelque chose quand même de très intéressant, c'est que pour la première fois depuis 2016, le Trésor américain ne va pas emprunter sur le marché et même le stock de titres du Trésor va baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, les recettes fiscales ces dernières semaines, ces derniers mois ont été largement au-dessus des attentes, et notamment parce que la croissance a été
extrêmement bonne sur 2021. Les salaires ont aussi progressé sur les derniers mois, on en a déjà parlé très régulièrement, et ça implique des recettes fiscales qui sont bien plus importantes que prévu. Alors maintenant, quand on regarde le programme d'émission donc du Trésor, des émissions de titres du Trésor sur le T2 et sur le T3, il va être largement revu à la baisse. Et finalement, le fait que la Fed remette sur le marché, donc ça serait 180 milliards de titres du Trésor par trimestre, mais finalement, ça va permettre de compenser à peu près la baisse des émissions de titres du Trésor de la part du Trésor, et on ne devrait pas, pour le moment, avoir de choc significatif d'offres en ce qui concerne les titres du Trésor. Donc là, vraiment, ce qui va jouer le plus pour l'évolution des taux longs, ça sera les anticipations de taux courts, c'est ça qui va être le plus important. Maintenant, sur le marché action, là aussi, il y a déjà eu un impact très fort sur les marchés actions, parce que les deux grandes phases de baisse des marchés actions américains cette année, elles ont été provoquées les deux fois par de nouvelles informations sur la réduction du bilan. Il y avait eu un épisode début janvier, il y a eu un épisode début avril, et les deux fois, on a eu, ces nouvelles informations sur la réduction du bilan ont impliqué une phase baissière. Donc il y a déjà eu un fort impact sur les marchés actions. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'il y ait 95 milliards de retrait de liquidité chaque mois, évidemment, c'est un facteur défavorable pour les marchés d'actifs risqués pour le reste de l'année. Merci beaucoup Bastien. Merci pour votre analyse avant la décision de la Fed demain soir. Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.